Bonjour à tous, merci d'être ici pour un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Francine, Anne et moi, à savoir les cadres expérimentés. Donc pour échanger là-dessus, j'ai demandé à Francine Réchoux, qui est directrice associée chez Version Originale, et Anne Mollet, qui est directrice générale de la communauté des sociétés à mission, de m'accompagner. Donc moi, je suis Caroline Renoux, la fondatrice de Birdeo, qui est un cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé sur les métiers de la RSE, du développement durable et d'une façon générale de l'impact positif. Alors peut-être pour poser le cadre, ce que moi je constate, c'est qu'on est senior dans un cabinet de conseil à 26 ans. En entreprise, on est senior à peu près à 32-33 ans. Pour l'APEC, donc l'Association pour les cadres, on est senior à partir de 42 ans. 42 ans parce que c'est à partir de cet âge qu'on constate que ça devient plus difficile de trouver du travail. Pour Pôle emploi, on est senior à partir de 50 ans, puisqu'il y a des dispositifs spéciaux qui se déclenchent. Et après, pour le monde du marketing, on est senior jusqu'à 80 ans avant de basculer dans le grand âge. Donc pour recadrer, puisqu'on peut être senior entre 26 et 80 ans, nous on voudrait vous parler aujourd'hui de cette génération qui a à peu près à partir de 45-50 ans, qui a encore 15 à 20 ans à travailler. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que moi c'est vraiment mon constat en tant que chasseuse de tête, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de clients qui veulent des gens qui aient plutôt moins de 40 ans. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est fini à 45 ans ou est-ce qu'il y a des pistes? Alors, peut-être pour démarrer, je vais demander à Francine déjà de se présenter, de nous dire ce que tu fais et puis de nous apporter un apport théorique par rapport à ce que tu vois avec les outils psychométriques que tu utilises beaucoup. Bien, merci Caroline et bonjour à tous. Vous m'entendez toujours, hein? On est dans la vraie vie, donc il y a la vie autour de nous aussi. Bon, donc juste, excusez-moi, quand vous nous entendez moins, peut-être faites des signes comme ça on sait qu'il faut qu'on parle plus fort. Je t'en prie. Donc je suis Francine Réchoux, en effet directrice associée au sein d'un cabinet qui s'appelle Version Originale. Ce cabinet en fait est en charge de l'accompagnement des cadres supérieurs et cadres dirigeants en coaching de carrière, mais aussi en transition professionnelle et puis dans d'autres moments de vie. Donc, vous voyez bien que je vais parler de cette place-là, c'est-à-dire de la place de quelqu'un qui fait de l'outplacement, du coaching de carrière depuis pas mal d'années. Comme ça concerne des cadres supérieurs et cadres dirigeants, c'est en effet dans la tranche que Caroline évoquait. Francine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'outplacement ? Alors, l'outplacement, en fait, c'est assez simple. Ça concerne quelqu'un qui vient de quitter un emploi ou de perdre un emploi, sachant que la notion de perte est plutôt là, et qui est donc en recherche pour la prochaine étape professionnelle. Et c'est un temps que moi j'appelle la parenthèse enchantée, mais en fonction des conditions de départ, ce n'est pas forcément au départ une parenthèse heureuse. Mais pourquoi est-ce que c'est une parenthèse enchantée ? Parce que ça correspond à une période, à partir du moment où vous êtes accompagné, ça correspond à une période où vous pouvez revenir sur vous. Et on a parlé de travailler l'impact et l'engagement dans sa vie professionnelle, en particulier pour les expérimentés. Eh bien, la transition ou l'outplacement vous permet de travailler ce fameux « connais-toi toi-même ». Ce connais-toi toi-même qu'on attribue très faussement d'ailleurs à Socrate. Socrate l'a utilisé. Ah, c'est pas Socrate. Ce n'est pas Socrate. Ce n'est pas Socrate, mais Socrate, bien sûr, l'a beaucoup utilisé. C'est inscrit au frontispice du temple de Delphes. L'idée de connais-toi toi-même, c'est bien évidemment de passer par deux choses. On passe par la connaissance de soi. Et dans la transition, il y a une phase de diagnostic professionnel et personnel. Et puis on passe par ce qu'on appelle la maïeutique, c'est-à-dire par l'échange et par l'altérité. Et l'altérité, c'est dans le travail que l'on fait avec quelqu'un qui vous accompagne, mais c'est surtout dans les rencontres, là,
On est en maïeutique, en fait. C'est travailler véritablement ce réseau pour mieux se connaître et pour mieux aussi se confronter à l'autre, mieux se connaître et connaître l'autre. Et ça, c'est absolument essentiel, à la fois dans les phases de recrutement, mais dans les choix aussi de seconde partie de vie. Alors, c'est vrai que tu m'as invité à aller sur les tests qu'on utilise. Il y a plein de façons de mieux se connaître, mais beaucoup d'entre nous passent par des tests. En fait, Francine, pour moi, l'idée, c'est de comprendre... voilà, donc tu parles de connais-toi toi-même. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose... C'est ça, est-ce qui fait qu'il y a quelque chose... À 45 ans, on est... ou 42 ou 50... Est-ce que c'est vrai qu'on devient moins flexible, moins dynamique, etc. Qu'est-ce que toi, tu as pu constater en retour d'expérience ? Alors, il y a ce que je constate, mais il y a aussi ce que disent les neurosciences. Donc, j'étais sur les tests. Il y a 2 types de tests. Il y a des tests qui sont catégoriels, MBTI, DISC, qui vous mettent dans des catégories générales. Et puis, il y a des tests qui sont dimensionnels et qui vont plutôt s'intéresser à votre unicité. Ces tests-là sont montés par les neurosciences. Que nous disent les neurosciences ? Ils nous disent de notre conception jusqu'à 20 ans, en fait, on n'arrête pas de capter de l'énergie. C'est-à-dire on se constitue pour toute la vie une bourse d'énergie. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la jubilation, de la découverte et l'exercice aussi d'une façon d'être en pouvoir. La mauvaise nouvelle, c'est qu'entre 20 et 30 ans, on perd 0,5% chaque année de cette énergie-là. Elle ne se renouvelle pas. Je continue. De 30 à 45 ans, on perd 1 à 2% de cette énergie-là. Bref, vous allez faire le total. À 45 ans, on a perdu 1/3 de l'énergie qu'on avait à 20 ans. Bon, pas de problème. Pas de problème. Parce qu'on va choisir nos combats. Parce qu'on se connaît bien, on va enfin choisir nos combats. Et donc l'idée, c'est à la fois de comprendre ce qui nous anime et ce qui, dans notre activité, dans nos interactions, dans nos jobs, va être pourvoyeur d'énergie, de plaisir, de contentement, de satisfaction. Ce qui veut dire que si on va de ce côté-là, c'est-à-dire du côté d'une profession qui me plaît ou d'un univers qui me plaît ou qui fait sens, alors je ne suis pas en perte d'énergie. On dit alors je ventile mon énergie, puisqu'on n'en gagne pas vraiment, mais on la ventile. Très bien, merci Francine. Donc on reviendra là-dessus. Je voulais aussi demander à Anne, qui a plus de 40 ans, de nous parler de son expérience, puisque Anne a déjà eu plusieurs carrières et je pense que ça peut illustrer certaines choses qu'on a déjà vues avec Francine. Ah oui, je me reconnais complètement dans l'expérimentation d'une expérimentée. Anne Mollet, donc j'ai passé 18 ans dans un grand groupe immobilier qui s'appelle Next City, où j'ai eu plusieurs postes, plusieurs fonctions. J'ai eu une carrière plutôt ascendante, heureusement. J'ai notamment les 2 derniers postes, j'étais directrice développement durable et marketing stratégique du groupe et je copilotais l'innovation pour le groupe. J'étais membre du COMEX de Next City et je me sentais bien dans ce que je faisais, j'avais beaucoup d'énergie mais je voulais quand même expérimenter quelque chose de nouveau et on m'a proposé de prendre la direction générale d'une filiale de ce groupe qui s'appelle Perle, c'est une filiale de 100 personnes. Et j'ai accepté le challenge en me disant, tiens, je vais apprendre quelque chose forcément, même si c'est moins dans ce que je sais parfaitement faire. Et pendant 3 ans, j'étais directrice générale de cette structure. Et j'ai souhaité, parce que forcément l'engagement, c'est toujours ce qui m'a fait avancer dans ma vie professionnelle, quel que soit le métier que j'ai pu faire. Et là aussi, c'est un premier message que je souhaitais vous faire passer. En fait, les métiers, on peut tous, dans nos métiers même actuels, passer pour moi, faire bouger les lignes. Et c'est pas forcément en étant dans une asso, dans une boîte hyper engagée, dans l'ESS et autres, qu'on peut le faire. L'autre façon de le faire, c'est d'être dans une boîte classique et puis de se battre pour pouvoir porter la voix et d'aller jusqu'au bout de nos convictions. Et ça, c'est possible, et c'est ce que j'ai fait
dans ma vie professionnelle, dans les 18 premières années de ma vie professionnelle, chez Nexity, qui était un groupe pour autant classique, mais qui laissait une grande marge de manœuvre à l'entrepreneuriat et qui était très attentif aux signaux faibles. Et en fait, quand on captait ça, il nous permettait effectivement d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche. Donc le changement n'est pas forcément obligatoire quand on veut trouver de l'engagement dans sa vie professionnelle. C'est le premier point que je voulais faire passer. Donc, quand j'étais directrice générale de cette filiale, j'ai appris plein de choses. J'ai poussé le curseur assez loin en termes d'engagement et en termes de changement de culture d'entreprise, parce que je l'ai transformée, cette filiale, en société à mission. Vous comprenez qu'on commençait à voir le premier lien avec ce que j'allais faire après. Parce que très rapidement... Alors, Anne, est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est qu'une société à mission ? Rapidement. En fait, la société à mission, c'est une innovation juridique qui a été instaurée par la loi Pacte, donc de mai 2019, et qui est le cadre légal, le seul cadre légal aujourd'hui en France de l'entreprise contributive. Voilà. Donc, ce qui permet à une entreprise de réconcilier performance économique et engagement social et environnemental, et de l'inscrire dans les statuts de son entreprise. Donc, ne jamais l'oublier et que ce soit vraiment le cœur de son activité, le cœur de sa transformation. En 2 mots, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Mais globalement, c'est ça. Et assez rapidement, effectivement, par le biais de rencontres, j'ai été embarquée dans ce mouvement-là dès mars 2018, donc même avant la loi Pacte, par un entrepreneur, une entrepreneuse, je ne sais pas si on se dit, engagée, qui s'appelle Laurence Méhaignerie, qui est cofondatrice de Citizen Capital, qui est le premier fonds à impact en France. Elle a monté sa boîte il y a 13-14 ans. À l'époque, l'investissement en impact, on n'en parlait pas du tout. Et elle m'a embarquée dans ce mouvement, dans ce collectif. Ce n'était pas encore une association à cette époque. Et je me suis complètement retrouvée à ma place là-dedans. Et du coup, en tant que membre de cette association, j'ai décidé de le transformer dans mon entreprise, de transformer cette entreprise en société à mission, dans un groupe coté qui ne l'est pas. Donc toutes les complexités de l'affaire, je les ai connues, globalement. Mais ça m'a apporté de la crédibilité, parce que j'ai expérimenté ce que j'allais faire plus tard. Voilà. Et donc, en fait, chaque expérience est bonne à prendre. Et en fait, quand on se retourne, on se dit, mais en fait, si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est comme ça que se construit l'expérience, en fait. Et même pour un poste qu'on n'a pas l'impression, avec lequel on n'a pas l'impression d'être complètement aligné. Et pour faire vite, parce que je parle beaucoup et que Caroline... Et après 18 ans dans ce groupe, arrivant à un âge où on doit se poser des questions, en fait, où j'avais envie de me poser des questions, c'est-à-dire 48 ans, arrive le premier confinement, un peu un changement quand même de... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un coup d'arrêt quand même dans un coup d'arrêt externe, beaucoup de problématiques qui rentrent en ligne de compte en se disant mais en fait qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Maintenant qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer profondément ? Et c'est quoi la prochaine étape sinon ? C'est-à-dire la prochaine étape dans un groupe, c'est prendre la direction générale d'une plus grande entreprise. Est-ce que c'est ça dont j'ai envie ? Pas forcément, c'est pas ce qui me fait vibrer. Et qu'est-ce qui me fait vibrer ? Et donc je me suis posé toutes ces questions-là. Je me suis fait aussi clairement accompagner. C'est vrai que Francine m'a coachée pendant cette période-là aussi, donc quand j'étais chez Perle. Et avec elle, j'ai pu échanger sur toutes ces questions-là. Ça demande du travail, ça demande aussi... Francine parle beaucoup d'audace aussi, mais l'audace réfléchie. C'est-à-dire que j'avais besoin aussi de me rassurer sur ce que je perdais et ce que j'allais trouver. Parce que quand on part d'un groupe de 16 000 personnes, avec un statut social bien installé, avec un nom, voilà, et qu'on part un peu de zéro, parce que du coup, moi c'est vrai que ce qui me faisait vibrer, ce qui me fait vibrer, c'est l'entrepreneuriat, l'innovation, le développement. C'est ça qui me plaît profondément. Et le poste de directeur général, c'est un poste où on a beaucoup de ressources humaines à gérer, surtout avec 100 personnes. On a beaucoup de gestion, beaucoup de tableaux de chiffres, etc. Et ça, c'était vraiment, ça ne me donnait pas d'énergie, justement. Voilà. Ça, au contraire, ça m'en enlevait.
Et ce qui me faisait vibrer, ce qui me donnait de l'énergie, c'est l'innovation, le développement, la création, les liens avec les gens, porter un sujet, travailler pour l'intérêt général. Voilà. Et ça, je l'ai appris dans cette recherche-là. Et oui, Francine. Non, je voulais juste dire qu'elle avait 48 ans et je rappelle qu'elle avait 2/3 d'énergie. Hein, donc, vous imaginez ce qu'elle était à 20 ans quand même. Hein. Et oui, et donc du coup, je me suis posé plein de questions. Mais quel risque tu prends? Mais alors, est-ce qu'il y aura un après si jamais ça marche pas? Parce que globalement, le principe, c'était de se dire que j'allais être moi, première salariée, dans une association en démarrage. Quitter un groupe de 16 000 personnes, première salariée, donc vraiment démarche entrepreneuriale assez forte. Voilà, il n'y avait pas le budget pour ton salaire à l'époque, en plus, je te rappelle. Voilà, il n'y avait pas le budget pour mon propre salaire, donc aussi... Il fallait que tu ailles le chercher. Je devais me construire mon propre salaire, donc bon, c'est pas neutre non plus, hein, merci. Et donc effectivement, c'est des questions qui se posent quand on doit faire la bascule. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Et puis là, c'est vrai que l'échange avec... Donc c'est à quoi tu renonces? À quoi je renonce. Et l'échange avec, dans le cadre du coaching, et l'échange avec des professionnels du recrutement aussi m'ont beaucoup aidé. Parce que Francine m'a dit, mais de toute façon, ce que tu as, tu ne le perds pas. Au pire des cas, demain, ça ne marche pas, tu peux retrouver un job en ligne avec ce que tu as déjà fait. Ça ne te sera jamais enlevé. Et donc déjà ça m'a enlevé un gros poids quand même. Hein. Et sur l'employabilité à moyen terme. Et puis, donc, Anne, ce que tu veux dire en fait, c'est que tu avais ton plan A et tu t'étais imaginé quelque chose comme un plan B si jamais le plan A ne fonctionnait pas. Ben oui, parce que comme tu l'as rappelé, l'association, il n'y avait pas de salariés, il n'y avait même pas de quoi me payer un salaire. Il fallait que j'aille le chercher. On était en pleine crise Covid, on l'est toujours, mais bon, quand même, j'ai pris mon poste en octobre 2020. Autant vous dire qu'il y a plein de gens qui vous disent autour de vous, mais surtout ne bouge pas, regarde, il fait froid dehors, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Oui, mais sauf que ma vie, j'en ai qu'une, donc j'ai envie de m'éclater dans ce que je fais. Et globalement, le travail, c'est là où on passe la majorité de son temps dans sa vie. Alors si on fait tout ça pour ça, si on fait des études, si on a 20 ans de carrière, vie professionnelle, et si on renonce déjà à ce qui nous plaît à 48 ans, mais c'est quoi les 25 prochaines années? Non, mais c'est pareil aussi à 57 ans, à 62 ans, il ne faut pas renoncer. Hein. C'est juste qu'au moment où on ferme les yeux, que là, on peut se dire repos. Mais avant, il faut à la fois être entre oser, ce que vient vraiment d'évoquer Anne, et doser aussi. Oser et doser, c'est véritablement cet équilibre qu'il faut trouver. Hein. C'est développer l'audace, mais doser aussi les risques. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par doser? Parce qu'il y a oser et doser, et est-ce que, ça a été le cas d'Anne, il y a quand même des fois des renoncements, notamment tu en parlais sur le statut, etc. Donc il faut quand même être clair avec ce qu'on veut absolument garder et ce qu'on ne veut pas garder. Est-ce que toi tu aurais quelques clés à nous donner sur les quelques grandes étapes auxquelles il faut penser quand on est en transformation de job, comme l'a été Anne? Donc déjà, oser, c'est tenir le désir, c'est-à-dire aller vers le désir, exprimer le désir d'abord. Le désir d'abord, avec tous ses contours. Donc le désir, c'est pour garder l'énergie, c'est ça? C'est pour garder l'énergie, mais pour se lever chaque matin en disant, c'est chouette, quoi. Je vais à la rencontre d'eux, je vais résoudre ceci, je vais. Voilà. Donc c'est en fait prendre sa vie en main. Et là, on est socratique, là aussi. Socrate disait, vivre une vie sans expérimenter et sans travail sur soi ne vaut pas de vivre. Donc voilà. Donc oser, c'est ça, c'est tendre le désir, c'est lui donner une forme. Et puis ensuite, doser, c'est aller d'abord derrière le diagnostic de carrière. Qu'est-ce qui dans ma carrière a été source de plaisir et de déplaisir? C'est-à-dire en lucidité. Qu'est-ce que j'ai aimé? Par exemple, c'est faire un retour sur tout ce qu'on a fait depuis 20 ans. Voilà, un retour sur soi. Parce que la seconde vie dont parle François Julien, et qui est la seconde vie d'Anne
peut-être aussi, elle s'inscrit quand même dans le cours de la première vie. Il n'y a pas de renoncement par rapport à toutes les compétences, d'ailleurs techniques, relationnelles et autres, que j'ai déployées. Mais il y a un déplacement, parce qu'auparavant, jusqu'à 40-45 ans, on est sur des places assignées, et à partir de 45 ans, on se dit, je suis à moitié du chemin, où est mon désir ? Donc, d'abord, regardez d'où je viens, puis regarder où je suis, c'est-à-dire ce qui m'habite aujourd'hui, et puis quel est mon contexte privé, contexte psychique, contexte émotionnel aussi, puisqu'à cette phase-là, on travaille beaucoup le rapprochement entre ce qu'on appelle la cognition, ce que je sais, et l'émotion, ce que j'éprouve. Et là, on a des questionnaires qui sont bien faits avec des simulateurs, où on voit qu'entre ce que je déclare être, et très souvent je suis un peu le regard de l'autre, et ce que j'éprouve, il y a des écarts. Et on va travailler cet écart-là pour trouver le mouvement juste. Vous voyez qu'il y a déjà le dosage. Et puis après, en lucidité, on émet un projet 1, un projet 2, on part à la conquête, mais à la conquête de la relation, de la connaissance avec l'autre. Ainsi, j'avais accompagné une directrice marketing, une VP marketing qui venait de l'agroalimentaire, qui me disait « ça ne fait plus sens ». Je veux aller du côté de la silver economy. Eh bien, elle a passé 3 mois à aller rencontrer les acteurs de la silver economy. Elle a donc dosé parce qu'elle est allée à la rencontre et elle a compris le fonctionnement et elle s'est dit qu'elle avait envie d'en être. Elle a donc cultivé le désir, mais avec rationalité. Voilà ce qu'est oser et doser. Et la rencontre est extrêmement importante, effectivement, parce que un projet professionnel, ça se construit, ça se réfléchit, et aussi, il est important d'échanger. C'est-à-dire que je ne me suis pas levée un matin en me disant « Tiens, voilà ce que je veux faire, je vais être directrice générale de la communauté des entreprises à mission ». Je ne savais même pas s'il y avait un poste, je ne savais pas du tout. Et en fait, j'ai regardé mon réseau professionnel, mon écosystème. Pardon, je fais une petite parenthèse. C'est vrai que ça, c'est des choses qui sont quand même des atouts qu'on a quand on a un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. C'est qu'on a un réseau quand même assez développé. Il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Surtout pas hésiter à l'utiliser, ça c'est clair. Et donc j'allais voir mon réseau professionnel, j'ai commencé à parler de ce qui me plaisait, de ce que je voulais faire ou pas, des questionnements que j'avais. Et aussi l'effet miroir de ce réseau professionnel est extrêmement important. Parce qu'en fait, on a une vision sur soi qui est parfois un peu déformée par rapport à ce que les autres perçoivent. Et en fait, c'est par l'échange, et aussi les opportunités peuvent s'attraper comme ça. C'est-à-dire, moi, du coup, c'est vrai que j'ai revu Laurence Meignery, j'ai revu Anne-France Bonnet qui m'avait accompagnée dans ma démarche de société à mission pour Perle, et je me suis un peu livrée. Voilà. Et en fait, l'une et l'autre, il y a un truc par rapport à ce que tu dis, il y a quelque chose qui pourrait émerger. Mais elle-même ne l'avait pas anticipé. Et en fait, on a co-construit ce projet ensemble. Et donc, du coup, mais elles m'ont dit, attention, tu pars d'une boîte une boîte telle que Nexity, on ne peut rien te promettre parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Voilà. On est une petite asso, on met toute notre énergie, on met toute notre passion dans ce sujet-là pour l'intérêt général, pour défendre cette cause du changement de modèle d'entreprise. Mais pour autant, on ne peut rien te promettre. Voilà quels sont les points positifs, les points négatifs. Donc maintenant, fais ton choix en conscience. Voilà. Et en fait, effectivement, ce choix, je l'ai fait. Et c'est vrai que je ne le regrette pas. Je ne l'ai jamais regretté. C'est-à-dire que pour le coup, ça me donne une énergie incroyable. Bon, déjà, effectivement, j'en avais pas mal au départ. Et puis, c'est extrêmement enthousiasmant de se sentir à sa place. Voilà. Et vraiment, alors peut-être que c'est un mot qui a été galvaudé, le fait d'être aligné, de se sentir à sa place, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et ça, c'est grâce à l'expérience que j'ai eue. C'est-à-dire que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas vécu toutes les expériences passées. Que ce soit la RSE, que ce soit le poste de direction générale, de directeur général d'une structure, parce que j'ai appris plein de choses. Et puis quoi qu'il en soit, même des choses qui me plaisaient moins, je les ai apprises. Et ça, l'expérience ne se remplace pas. Voilà, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Les interactions, l'intelligence relationnelle, la gestion de la complexité, la gestion, que fait-on face à l'inconnu. C'est des choses qu'on apprend
en se prenant aussi des claques dans la figure, mais on apprend. Et ça, il n'y a rien d'autre qui permet ça. Je refais d'ailleurs un point là-dessus parce que nous, c'est une erreur qu'on voit très régulièrement avec des cadres qui sont en reconversion, qui ont travaillé 20 ans et qui viennent de suivre une formation, par exemple, en développement durable ou des choses autour de l'impact positif, qui nous disent « Ah bah de toute façon, moi je suis un généraliste et un débutant sur le sujet ». Non, absolument pas. Et c'est ce que vous expliquez, Anne. C'est qu'en aucun cas, à 40 ans, à 45 ans, on est généraliste, on a forcément une coloration de ce qu'on a fait avant. Je voudrais aussi peut-être, Francine, puisqu'on parle beaucoup de raison d'être pour les entreprises, mais est-ce que tu pourrais nous parler de la façon dont toi tu la déclines pour les gens que tu accompagnes ? Alors, en effet, merci Caroline. Oui, nous sommes le premier cabinet, en effet, d'outplacement, donc, et d'accompagnement des vies professionnelles à être devenu société à mission l'année dernière. Anne et Caroline ont fait partie de ce qu'on appelle mes parties prenantes externes, c'est-à-dire sont vraiment beaucoup venues travailler avec nous pour rédiger cette raison d'être qui devait être juste, posée, alignée par rapport, bien sûr, à l'histoire du cabinet, mais surtout par rapport à la promesse que nous voulions porter. Donc, je vous la livre parce qu'en fait, elle vous concerne tous. C'est permettre à chacun de trouver durablement, c'est-à-dire avec solidité, sa juste place, que vient d'évoquer Anne, en étant source d'impact positif pour soi, et on a tenu à mettre d'abord pour soi, et pour les organisations. Bon, je vous passe le reste, mais tous ces mots-là ont de l'importance et nous concernent tous. La juste place, elle n'est pas la même à 30, 40 ans qu'à peut-être 50 ou 60 ans. On revoit des choses et c'est important de s'autoriser aussi. Quelquefois, ces renoncements, la notion de renoncement, pour moi, elle ne sonne pas forcément très très bien. C'est plutôt la question de choix. Jusqu'à présent, j'ai été directrice générale, ou directeur général, peu importe. Je gagnais un salaire annuel à 6 chiffres. Aujourd'hui, là où je suis, est-ce que c'est encore intéressant alors que j'ai peut-être pas vu grandir mes enfants, ou est-ce que c'est intéressant alors même que j'ai envie de m'adonner à autre chose, j'ai envie de travailler à 3/5e, est-ce que moi, directeur général, ce qui a été aussi mon choix, est-ce que moi, directeur général, je me dis non, ce n'est pas possible, les normes sociales sont trop fortes, donc qu'est-ce que je vais dire à ma famille, à mes copains, et puis qu'est-ce que je vais dire à un recruteur? Je vais lui dire j'ai choisi. D'où alignement, d'où force, d'où oser et d'oser. Donc ces éléments-là sont importants. Alors qu'est-ce que ça a changé pour nous au niveau du cabinet? Ça bien évidemment installe une boussole très claire pour l'ensemble des consultants. On est un cabinet de 20 personnes. Pour l'ensemble des consultants, on a à la fois cette raison d'être associée à des engagements, et il y a donc des affaires que nous ne prendrons plus, des problématiques que nous résoudrons autrement, parce qu'il y a parfois des demandes de coaching ou de formation qui sont un peu à côté de la plaque. Et donc, dorénavant, on va solliciter, questionner le demandeur avec beaucoup plus d'ardeur et puis d'audace. Merci. Tu vas ajouter un dernier Peut-être le temps. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on prenne quelques questions dans la salle, s'il y en a. Héloïse va vous proposer un micro, puisqu'il est quand même nécessaire. Oui, bonjour, Carole Buge. Vous m'entendez ou pas? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Très bien, Carole, tout va bien. Ok. Ma question était plus particulièrement par rapport aux recruteurs de ces fameuses personnes expérimentées. Qu'est-ce qu'elles recherchent? Qu'est-ce que vous mettez en valeur? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant quand on est dans cette démarche-là? Alors, si je comprends bien, c'est nous, qu'est-ce qu'on va regarder chez un cadre expérimenté? Ce que l'entreprise va regarder chez un cadre expérimenté, déjà, souvent, il ne va pas regarder. Soyons clairs. Donc, je me permets de le dire parce qu'il y a vraiment un travail là-dessus à faire. Donc, nous, les recruteurs, on le fait beaucoup. Les ressources humaines sont très sensibilisées à la question. Souvent, c'est au niveau des opérationnels qu'il y a une difficulté.
Donc moi, ce que je dis en tout cas à mes candidats, c'est sachez qu'il y a des biais. Parce que vous avez 50 ans, on va se dire que vous êtes moins dynamique, on va se dire que vous êtes moins flexible, on va se dire par exemple aussi que vous êtes moins au fait de ce qui se passe en termes d'innovation. On va se dire aussi que vous voudrez manager une grande équipe, que vous avez des choses super, donc vous allez vous ennuyer dans ce poste. Donc c'est vraiment à vous après de démontrer ces biais. Et en fait, ce que nous dit Francine, c'est que si vous suivez les différents conseils que nous ont donnés Anne et Francine, bien sûr, vous êtes à votre place, mais il y a aussi plein de cadres expérimentés qui ne sont pas à leur place. Donc ces biais viennent aussi de quelque part. Donc vous avez une double chose à faire. En fait, je reprends la notion de biais. Malgré soi, on entretient le biais de confirmation. C'est-à-dire que quelquefois, certains expérimentés arrivent quasi penauds dans l'entretien de recrutement. Donc, j'ai envie de dire, soyons fiers de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas les femmes et les hommes du passé. Nous sommes ceux du présent, mais surtout, nous incarnons le bénéfice futur de celui qui nous rencontre. Et c'est en ça qu'il y a aussi du dosage à faire par rapport, 1, à votre CV, 2, à votre profil LinkedIn, 3, à la façon que vous allez avoir de pitcher et d'isoler ce qu'on appelle, nous, des réalisations probantes, c'est-à-dire des preuves issues certes du passé, mais qui sont transférables au futur. Donc vous musclez votre préparation, c'est très athlétique, c'est très agréable, c'est pourvoyeur d'énergie, vous musclez la préparation et vous arrivez sans être dans un biais de confirmation qui consiste à dire « je m'excuse, j'ai 48 ans, j'ai fait ceci, cela, et alors je suis dans un entre-deux qui fait que j'aimerais bien que vous me trouviez quelque chose ». Il a un besoin, celui d'en face. Et vous avez un désir. Il suffit juste de travailler la rencontre. Et c'est vrai que depuis que je suis à la communauté des entreprises à mission, je rencontre beaucoup d'expérimentés qui qui souhaitent échanger avec moi sur justement sur ce changement de cap. Parce que ce sont des personnes qui ont envie de plus d'engagement, de plus de sens, entre guillemets. Je dis même entre guillemets parce que c'est un terme qui... bref. Mais en fait, avoir un profil A, se dire je veux changer pour donner plus de sens à mon métier, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Il faut muscler effectivement le lien que vous faites entre votre futur poste et votre poste actuel ou votre poste ancien. Et ça peut passer, pourquoi pas, par une formation. Il y a plein d'executive masters qui sont très bien aussi, pour comprendre, pour vraiment que vous compreniez vraiment tous les enjeux liés à cela. Mais arriver en disant moi j'ai été directrice ou directeur marketing d'une boîte dans le luxe et aujourd'hui vous comprenez je me sens plus à ma place, je veux donner du sens à ma carrière donc je veux travailler dans une asso. Ouais, bon. C'est sûr que là du coup là, on n'a pas cette rencontre entre le besoin et le désir. Voilà. C'est très joli cette expression, la rencontre entre le besoin et le désir. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, je parle plus fort. Il y a une question vers le fond. Non, mais devant vous, madame. Vous m'entendez ? Super. Je m'appelle Florine. J'aurais une question plutôt pour madame Renaud. Aujourd'hui, il y a une pénurie, somme toute, assez importante de candidats sur la RSE en règle générale. Comment faites-vous pour gérer l'adéquation entre le manque de candidats et les demandes qui sont, somme toute, assez importantes auprès des recruteurs, et notamment sur des profils qui ont déjà 4 à 5 ans d'expérience dans la thématique écologie ou RSE alors même qu'aujourd'hui, sur, par exemple, des personnes en reconversion, alors, vous avez raison de dire qu'on est des seniors, en tout cas des personnes expérimentées, mais aussi un petit peu débutants et plutôt dans l'aspect expérimental sur l'aspect RSE. Voilà. Alors, comment gérez-vous les demandes qui sont
selon moi, très importante du côté des recruteurs par rapport à la pénurie de candidats. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il se passe un phénomène assez étonnant. Moi j'ai monté Birdeo il y a 11 ans, donc c'était à l'époque vraiment un marché de pionniers. Les gens qui s'intéressaient à ce sujet, c'était des gens qui se formaient sur le terrain, qui étaient prêts à faire d'énormes concessions en termes d'évolution de carrière, en termes de salaire également. J'ai vu une première évolution en 2016, donc après les accords de Paris, où là le secteur de la finance notamment a commencé à s'intéresser beaucoup au sujet, donc ça a poussé toutes les entreprises. Et puis 2019, ça a été l'année de la bascule, où là vraiment le sujet, on en parlait partout. Alors il y a eu l'application Yuka, il y a eu la marque C'est qui le patron, il y a eu la loi Pacte avec les sociétés à mission. Tout un faisceau d'éléments qui a fait que les entreprises ont commencé à mettre à créer beaucoup de postes sur le sujet. La crise sanitaire n'a fait mais que confirmer quelque chose qui était déjà là. Et puis là, cette guerre qui conduit quand même à une petite crise énergétique et d'indépendance industrielle fait que de toute façon, ça va continuer. Donc il y a un phénomène qui est complexe aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de besoins en entreprise. Il y a plein de candidats qui ont envie d'aller sur ces sujets-là, mais le besoin et le désir, pour reprendre les mots de Francine, ne se rencontrent pas forcément. C'est aussi parce que le marché, il est vraiment en train de se structurer. Notamment, on a besoin beaucoup de profils pour faire des calculs sur le carbone, pour faire du reporting extra-financier, où là, ce n'est pas forcément des cadres expérimentés qui vont pouvoir apporter qui vont pouvoir apporter leur expérience dessus, mais on est plus sur des profils qui savent gérer la data. Après, nous, ce qu'on constate, et c'est là où les cadres expérimentés ont vraiment leur carte à jouer, c'est que autant il y avait des besoins dans les directions développement durable, et il y en a toujours, mais aujourd'hui, c'est vraiment en train d'arriver au niveau des comités de direction, des comités exécutifs, où un financier qui ne sait pas prendre en compte le reporting extra-financier aujourd'hui, je ne sais pas comment il va trouver un job demain. Quelqu'un qui fait du marketing, qui travaille sur les offres produits, qui ne sait pas prendre en compte l'inclusion et le bilan carbone dans ce qu'il fait, c'est pareil. Il ne pourra pas trouver quelque chose. Donc, pour revenir sur les cadres expérimentés, je pense que vraiment, comme le dit Anne, il faut vous appuyer sur votre première partie de carrière, rajouter ce que vous apprenez avec tout ce qui est notion d'impact et réussir à mettre le sens, gérer la complexité. C'est-à-dire que vous savez qu'il ne suffit pas de dire une entreprise, elle est société à mission et elle réduit tous ses impacts négatifs. Vous comprenez cette complexité, cette mise en œuvre, et c'est là-dessus que vous avez vraiment une carte à jouer. Et effectivement, on est de plus en plus dans un... Enfin, je parle sous ton contrôle, Caroline, c'est toi l'experte du sujet. Vers une spécialisation aussi de ces sujets. Spécialisation ne veut pas dire enfermement, parce qu'on a besoin aussi de gérer la gestion de projet est extrêmement importante. Mais effectivement, je me souviens, vers les 2012-2013, à l'époque, il y avait encore des généralistes de la RSE. Bon, soit aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment. Et quand moi je suis passée du poste de directeur marketing stratégique, déjà je faisais du développement durable, parce qu'en fait je l'avais pris d'une manière très business. C'est comment on développe des nouvelles offres produits, des nouvelles offres services qui intègrent cette dimension-là. Et c'est par l'innovation et par le lien avec le business et avec les business units que j'ai réussi justement à changer les choses dans l'entreprise. Et une fois que j'ai eu cette force-là, une fois que l'employeur a eu ses preuves de ma part, il m'a proposé de reprendre la direction développement durable en plus de la direction marketing stratégique, justement pour donner une dimension plus large et plus business à ce qui était auparavant la direction développement durable, généraliste, etc., etc. C'est pas pour parler de moi, mais c'est pour expliquer déjà dans la perception de l'employeur qu'est-ce qui peut se passer. Et quand je disais tout à l'heure, n'attendez pas d'avoir le poste pour faire. N'attendez pas d'avoir le poste pour faire. Vraiment. Merci Anne. Je pense qu'on peut prendre une dernière question.
2 questions, donc c'est ça. On a encore... Bonjour Émilie, moi j'ai une question justement par rapport à la formation. Est-ce que vous conseillez justement aux cadres expérimentés qui veulent se reconvertir dans ce domaine de passer par la formation longue? Comment on peut acquérir les compétences pour passer la barrière du CV justement? Alors moi, sur les sujets RSE, développement durable, c'est des choses qui sont très complexes. Moi, je recommande vraiment une formation. Pas forcément une formation longue de type master, MBA, etc. Mais en tout cas, il faut se former, il faut se mettre dans une dynamique de réseau, il faut comprendre quelles sont les clés pour pouvoir continuer à s'informer et se former parce que ça bouge énormément et ça évolue beaucoup. En fait, se former, c'est s'imprégner. Et comme tu le disais, c'est faire du réseau aussi. Mais c'est s'imprégner, c'est apprendre. Et nous ne cessons en effet de re-questionner nos connaissances. Et il faut les ajuster sans cesse. Donc c'est valable en effet pour le secteur que vous évoquez, mais c'est valable d'une façon générale pour tout expérimenter. Et il y a une dernière question, je crois. Oui, je suis désolée de reprendre la parole. Ce que vous disiez avec ces postes, effectivement, où on cherche plus des spécialistes, je pense que c'est essentiellement dans des grands groupes. J'accompagne des TPE-PME et il n'y en a pas encore énormément qui sont engagés dans cette transition, qui savent comment s'y prendre, etc. Alors, quand je parlais de spécialistes, je parlais surtout de le fait d'avoir une approche qui est autre que celle purement RSE. C'est-à-dire que quand on arrive, par exemple, dans une PME, on le voit dans les métiers donc, de Chief Mission Officer, ce sont souvent, dans les plus petites boîtes, ils font ça en plus d'un autre job. Et ça peut être plein d'autres jobs. Et globalement, la RSE n'est pas, c'est pas un truc qui est posé comme ça en l'air, quoi. Elle a besoin de se raccrocher à quelque chose, à une réalité, à du concret et être ancré dans la réalité, justement. Et quand je parle de spécialiste, je parle de couleur. Je sais pas si c'est Caroline ou Francine qui parlait de couleur. C'est la couleur que vous allez apporter par rapport à ça. C'est-à-dire que vous ayez un passé une expérience de marketing, une expérience de secrétariat général, de finance, de direction générale, ça donne une couleur. Et c'est ça qui est extrêmement important quand on est expérimenté et qu'on veut évoluer vers ces métiers-là. C'est plutôt ça que je disais. Un grand merci pour votre écoute, parce que les conditions n'étaient pas simples. Un très très grand merci Francine et Anne, parce qu'on a dû pousser la voix. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura donné l'envie de mieux vous connaître et l'envie d'avancer sur ces métiers. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.